Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Populaire et nous avons à nouveau l'honneur de recevoir Jacques Sapir qui s'est illustré récemment encore sur Fréquence Populaire avec 2 articles formidables que je vous invite à lire si vous n'avez pas lu sur notre portail numérique fpop.media. Il y a juste à renseigner un email et après vous pouvez lire tranquillement sans aucune publicité. Et Jacques Sapir aborde le sujet, le budget fédéral de la Russie, qui permet de mieux comprendre ce qui se passe avec l'économie russe et comment la guerre entre en interaction avec l'économie russe, loin des inepties que l'on entend à peu près partout dans les médias dits de masse, parce que finalement ils sont totalement de masse, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre eux. Un autre article très lu sur le récent séjour de Jacques Sapir, et c'est un peu un récit de voyage, et qui donne quelques éléments pour comprendre la situation de la Russie contemporaine. Fréquence Populaire, c'est notre média, mais c'est aussi le vôtre. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une manière particulière de s'organiser, de fonctionner. C'est un choix politique au sens noble du terme. Nous avons fait le choix de faire de Fréquence Populaire un média, un véritable média organisé sous la forme d'une SKIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce que l'information, vous le savez, est bien trop captée par le pouvoir politique qui en use et en abuse, par l'oligarchie financière qui la possède, et par quelques actionnaires invisibles qui orientent la ligne éditoriale en fonction de leurs intérêts. Les coopératives de presse ont une longue histoire en France et en Europe. Elles ont émergé chaque fois qu'un peuple voulait se réapproprier son information. Des journaux ouvriers du 19e siècle, au grand titre de la libération organisée en coopérative, le principe a toujours été le même. Si l'information appartient à tous, alors elle peut servir l'intérêt général. Au contraire, quand l'information appartient à quelques-uns, elle ne sert que l'intérêt privé. Et lorsqu'un média appartient à celles et ceux qui le soutiennent, il ne peut être acheté, manipulé ou étouffé par des forces extérieures. C'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui avec Fréquence Populaire. C'est pour ça que nous ouvrons ce média, comme nous vous en avions déjà parlé, à la souscription. Pour devenir sociétaire de Fréquence Populaire Média, nous vous appelons à une souscription de 150 € qui est déductible des impôts à hauteur de 66%, si bien sûr vous êtes soumis aux impôts sur le revenu. Vous verrez les informations sur une page dédiée que vous trouverez en bas de nos vidéos ou sur le site fpop.media. En devenant sociétaire, vous pourrez participer à la gouvernance de Fréquence Populaire et contribuer à bâtir un média réellement indépendant en ayant accès aux comptes de ce média et, bien évidemment, en participant à bâtir sa ligne éditoriale. Si vous pensez que la démocratie commence par une information libre, si vous refusez de laisser l'actualité être filtrée par les intérêts privés, alors rejoignez-nous, donnez-nous la force de continuer le combat que nous menons, mieux encore que nous le faisons jusqu'à maintenant. Construisons ensemble un média qui ne doit rien aux puissants, un média qui n'appartient qu'à celles et ceux qui le font vivre, c'est-à-dire vous, nous et bien sûr ceux à qui il est destiné, le peuple. Alors merci Jacques d'être venu, même si Merci à toi. Agaçant pour moi, puisque j'ai déjà la tête du cachet d'aspirine de l'hiver, et toi tu resplendis des couleurs encore de l'été. Voilà, c'est l'injustice. Il y en a qui sont quelque part, qui ont droit au soleil, c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous allons parler des accords de paix, si on peut les appeler encore ainsi, les 28 points proposés par l'administration Donald Trump, les 26 X points des Européens, les 19 points ensuite de Zelensky, Macron, Zelensky et les Européens. Autant de plans de paix auxquels la Russie n'a jamais participé, ce qui est un petit peu étonnant. Alors comment est-ce que tu vois cette séquence, toi, Jacques, avec ces plans de paix issus de Washington, de Bruxelles, de Paris, de Genève, auxquels la Russie ne participe pas réellement? Alors, c'est pas tout à fait exact de dire que la Russie n'y participe pas. Le plan américain a, à l'évidence, été discuté avec les Russes. Il ne représente pas totalement la position russe. Ce qui est dit là est complètement faux, mais il est très clair qu'il y a eu des discussions assez approfondies entre Russes et Américains sur ce plan.
Après, on voit très bien qu'il y a 3 problèmes qui, vont bloquer et pour encore alors peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, hein, les négociations. Premier point, le statut, des 4 oblasts et de la Crimée, dans le cadre de l'accord de paix. Alors, visiblement, Zelensky et les Ukrainiens ont admis qu'ils ne récupéreraient pas ces territoires et sont prêts à une clause de non-usage de la force pour les récupérer. Mais ils s'opposent visiblement à reconnaître que ces territoires font partie de la Russie. Et le point est important parce que ce que veulent les Russes, c'est une sanction internationale, d'une certaine manière, du fait que ces territoires leur appartiennent. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors, les Russes ne peuvent pas, en l'état, je dirais, accepter l'idée des Ukrainiens qui consiste à dire, bon, ok, vous êtes de facto les maîtres de ces territoires, nous admettons que nous ne chercherons pas à les reprendre par la force, mais c'est tout. Ça, c'est une Il y a une situation. reconnaissance de juré. Oui, ils veulent une reconnaissance de juré, absolument. Et ça, ça m'a été dit assez clairement quand j'étais à Moscou. Bon, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question des garanties militaires pour l'Ukraine post-guerre, donc dans le cadre de l'accord de paix. Alors, les Russes ne sont pas opposés, contrairement à ce que l'on dit, à des garanties extérieures, en particulier des États-Unis. Bon, clairement, ils ne veulent pas des Européens. Et ça, ça m'a été dit par l'équivalent du directeur d'Europe du ministère des Affaires étrangères de Russie. Très clairement, ils ne veulent pas une intervention des Européens. Ce qui évidemment rend les Européens furieux. Bon, coalition involontaire, vous ne ferez rien sans nous, etc. Bon, mais très clairement, les Russes le disent. Ils disent voilà, ça ne sert à rien de négocier avec les Européens. On négocie avec les gens qui ont le pouvoir réel, c'est les États-Unis. Bon. Dans ce cadre, ils sont prêts à accepter un engagement des États-Unis par rapport à l'Ukraine. Ça, très clairement, ils disent oui, c'est tout à fait négociable. Le point sur lequel ils ne veulent pas transiger, par contre, c'est la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. Alors, il faut savoir que pour des raisons de financement, l'idée de maintenir une armée ukrainienne à 800 000 hommes me semble assez invraisemblable. L'Ukraine n'en aura pas les moyens, même si l'Ukraine est aidée fortement financièrement par l'Union européenne. De toutes les manières, il faudra que l'Union européenne aide l'Ukraine après-guerre. Bon. Oui, parce Très que clairement, ce serait une armée de la taille cumulée des armées allemandes, françaises et anglaises, ce qui est quand même. voilà. Bon, donc très clairement, c'est pas possible. Alors les Russes ne donnent pas explicitement de nombre à l'armée ukrainienne. Je pense qu'ils considèrent qu'une armée ukrainienne entre 200 000 et 300 000 hommes, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent accepter. Donc voilà, ça il y a un problème. En plus, il y a le problème des armements de cette armée. Alors, là encore, j'ai entendu des choses un petit peu divergentes à Moscou, entre ceux qui disent il va falloir que l'Ukraine accepte des clauses de limitation de ses armements comme celles qui avaient été imposées à la Finlande en 1946 et 1947. Autrement dit, pas d'armement offensif, bon, etc. Et ceux qui disent, si cet armement offensif n'était pas en Ukraine, était par exemple stocké en Allemagne sur des bases de l'OTAN, pourquoi pas? Nous n'avons pas l'intention d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Bon, donc
ça resterait sur des bases de l'OTAN. Ce que ne veulent pas les Russes, c'est une armée ukrainienne qui dispose de moyens de frappe dans la profondeur, parce que, ils disent: «Bah, on ne sait pas comment peut évoluer le gouvernement de l'Ukraine». Bon, on conçoit qu'un gouvernement qui aurait signé un traité de paix ne va pas violer le traité de paix, dans les 18 mois ou dans les 2 ans. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Après, bon, donc, heu, je pense qu'un compromis est possible pour que des armements à longue portée ukrainiens soient stationnés sur des bases de l'OTAN ou des bases américaines, en Allemagne, Ramstein, bon, et cetera, mais certainement pas en Ukraine. Deuxième point, à mon avis, de blocage important. Troisième point de blocage, la question des avoirs russes. Alors la Russie dit: «Si vous utilisez nos avoirs qui sont gelés, pour la reconstruction de l'Ukraine, on vous attaque en droit international». Et en réalité, il y a de fortes chances pour qu'ils gagnent. Donc ça, c'est aussi un éléphant dans le couloir que personne ne veut voir, mais qui est quand même, extrêmement important. Alors, personne ne le voit, il est quand même régulièrement rappelé depuis 2 ans par Madame Christine Oui. Lagarde, patronne de la Et BCE. et Et récemment, on a eu l'interview dans Le Monde, on a parlé sous Fréquence Populaire, de madame, son nom m'échappe, la Belge, la patronne de oui, Euroclear, de Klesheim, oui, oui, de Euroclear, pardon, d'Euroclear, oui, tout à fait. qui dit: «Là, il est hors de question, sinon c'est nous qui attaquons, l'Union européenne». Oui, Ex exactement. et le premier ministre belge a dit: «Surtout pas, on n'a pas envie de devoir 183 milliards aux Russes, ça va être, c'est horrible». Oui, oui. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Bon, donc voilà, ce sont les 3 problèmes qu'il va falloir régler. Bien. Au-delà, il y a un problème, dont on a discuté, à Moscou, et là, on a eu des discussions assez franches, avec les interlocuteurs russes. C'est la question de la stabilité de l'État ukrainien après le traité de paix. Heu, j'ai moi-même dit, je l'ai écrit, qu'il y avait des risques que, l'État ukrainien soit dans une situation particulièrement difficile, et tu veux, ça se comprend pour plusieurs raisons. D'abord, il a perdu entre le quart et le tiers de sa population. Bon, donc, l'Ukraine sera un État dépeuplé, parce qu'on sait très bien que, il n'y a qu'à peu près 10 à 15% des Ukrainiens qui vivent en exil, aujourd'hui, dans l'Union européenne, qui voudront rentrer, dans l'Ukraine post-guerre. Point. 2, l'Ukraine est un pays dont les infrastructures sont largement détruites. Alors les infrastructures énergétiques aussi, mais depuis à peu près 6 semaines, les Russes commencent à taper, sur les infrastructures ferroviaires. Donc ça pose un véritable problème. 3, quelle est la légitimité du gouvernement qui aura signé, la paix? Parce que, bon, il y a aujourd'hui, visiblement, d'après ce qu'on peut lire sur les chaînes Telegram, ukrainiennes, il y a visiblement une très grande lassitude, non seulement de la population, mais ça se comprend, hein, évidemment, mais aussi des combattants. Les combattants ukrainiens, je dis pas tous, mais dans leur majorité, comprennent, que cette guerre est perdue, comprennent que continuer les combats ne peut aboutir qu'à de nouvelles pertes de territoire et à de nouveaux morts au sein de l'armée ukrainienne. Et il n'y a finalement que 10-15% de l'armée qui continue à vraiment vouloir se battre. Bon, c'est des ultranationalistes, hein, c'est la brigade Azov, et puis il y a d'autres brigades qui sont apparentées. On parle maintenant d'un corps, bon, même si les corps d'armée dans l'armée ukrainienne, c'est quelque chose d'assez problématique. Bon, donc ça veut dire qu'il y a grosso modo 10 à 15% des effectifs qui, eux, en veulent toujours, hein, qui ont un très haut moral, et le reste a un moral, par contre, nettement plus faible. Bien.
D'autant plus qu'ils sont régulièrement laissés dans des villes, que ce soit Avdiivka, Bakhmout, Pokrovsk, Oui, Pokrov, Volgograd. Gouliapol, Il n'y a jamais de recul tactique et donc ça doit tout à fait. Où le plus ou recul moins se fait affaiblir trop les tard. soldats, ça. Voilà, où le recul se fait trop tard, trop, Ah, etc. oui, 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 c'est Oui, pareil. bon. Mais donc, il y aura, à l'évidence, une partie de l'armée et peut-être une partie de la population, hein, peut-être 20% de la population, hem, qui ne va pas accepter les conditions, de l'accord de paix. Et donc qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ça peut être des simples protestations, au mieux. Bon, mais moi ce que je crains, c'est plutôt des phénomènes de corps francs, un petit peu sur le mode des Freikorps allemands, qui sont allés se battre en Courlande, au début, 1919, hein, bon, et qui ont été en réalité la matrice de tous les groupes terroristes, allemands, qui ont, fait pas mal de dégâts. C'est quand même eux qui ont assassiné, le ministre des Affaires étrangères, Rathenau, bon, l'organisation Konsul. Bon, tout ceci, pose un vrai problème. Donc, on peut penser que l'État ukrainien sera affaibli, menacé de l'intérieur et donc pourrait potentiellement devenir ce que l'on appelle un État failli. Alors, moi j'ai posé la question en tant que tel à mes interlocuteurs russes en leur disant: «Écoutez, mais ce n'est pas votre intérêt qu'on aboutisse à cela. Vous aussi, vous avez un intérêt à ce que le gouvernement ukrainien soit stable, ne serait-ce que pour que l'accord de paix soit appliqué. Parce que si on a un gouvernement qui ne contrôle plus la situation, il peut signer tous les accords, euh, ça ne servira strictement à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les représentants du ministère des Affaires étrangères de Russie ont été d'accord avec moi. Ils ont dit oui, nous avons aussi besoin d'une stabilité en Ukraine, effectivement, pour que les accords soient appliqués. Et donc, si on avait des dirigeants européens intelligents, c'est sur ce point qu'ils pourraient peut-être reprendre langue avec les dirigeants russes en leur disant, écoutez, bon, on a de mauvaises relations ensemble et nos relations ne vont pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain. Mais nous avons un intérêt commun à ce que l'Ukraine ne s'effondre pas sur elle-même. Vous, pour que les accords de paix soient appliqués, nous, parce que si on a une Ukraine déstabilisée avec des foyers de potentielle guerre civile qui commencent à émerger, ça va aggraver le phénomène d'émigration vers l'Union européenne. Ça va poser des problèmes considérables aux pays de l'Union européenne qui sont limitrophes avec l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie en particulier, mais aussi la Pologne. La Pologne qui, bon, soutient l'Ukraine, mais qui pose quand même maintenant des conditions et qui dit, oui, vous soutenir, il n'y a pas de problème, mais la question des massacres de Volhynie, vous êtes capable d'en parler ou pas? Est-ce que vous continuez de soutenir de manière absolument indiscriminée Bandera et tous ses acolytes qui sont responsables politiquement et militairement des massacres de Volhynie? Alors, je rappelle que c'est des massacres qui ont fait 20 000 morts juifs. Bon, l'essentiel avait été tué en 41, 42 et 43. Les massacres ont eu lieu en 44. Hein. Mais surtout 120 000 morts polonais. Et ça, les Polonais ne l'ont pas oublié. Bon, oui, c'est assez normal. Si on avait tué, je sais pas moi, mais si par exemple des Ah, mais nous, nationalistes flamands avaient tué 240 000 Français, on l'aurait pas oublié. Quoi? je disais, nous, on se souvient, et à raison, d'Oradour sur Glane. Oui, oui. Et Mais là, ça a été bien pire. Hein. Ça a été, 150 ça a été- Oradour sur Glane. Voilà, tout à fait.
Bon, donc voilà, il y a aussi cette question-là. Et donc, tant que ces problèmes ne seront pas réglés, je vois mal les accords déboucher, même si, et même les Russes le disent, il y a des progrès qui ont été faits. Donc, la situation n'est pas noire. Bon, on avance. Maintenant, est-ce qu'on avance suffisamment vite pour que, comme le voudrait Trump, on ait la paix pour Noël? J'aimerais l'espérer, mais j'avoue que j'y crois pas. Bon, je peux me tromper, hein, je dis tout de suite, peut-être que Trump mettra la pression suffisamment sur le gouvernement ukrainien. Bon, je pense plutôt qu'il faudra attendre que la situation continue de se détériorer sur le front, que la situation continue de se détériorer à l'intérieur de l'Ukraine, et que les choses pourraient se débloquer vers février-mars pour aboutir, alors soit un accord à ce moment-là, soit un accord à la fin du printemps, donc en mai ou en juin. Bien. Mais c'est clair qu'on va être dans cette logique. Après, eh bien, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de l'Ukraine. Et là, alors, il y a l'idée de Macron, oui, on va envoyer des troupes pour faire un rideau en deuxième ligne. C'est complètement fou. C'est complètement fou parce que si on voulait être crédible, il faudrait que les 3 pays qui sont prêts à envoyer des hommes, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, envoient au total 100 000 hommes. Or, la France ne peut pas en envoyer plus de 10 000, et à mon avis plutôt moins, je sais plutôt de l'ordre de 5 000, bien. L'Allemagne, même chose. Et la Grande-Bretagne, si elle arrive à trouver 10 000 hommes utilisables, bon, etc. Donc, ça veut dire qu'on aurait quelque chose comme 20 à 25 000 hommes. C'est pas raisonnable. Bon. Par contre, si Macron avait, je dirais, 2 doigts de maturité, de ce point de vue-là, on pourrait envoyer non pas des soldats, mais des policiers, de manière à garantir la sécurité des politiciens ukrainiens. Alors bon, on va me dire, oui, mais ils sont très corrompus. D'accord, ok. Les politiciens ukrainiens sont ce qu'ils sont. Mais au moins, ils ont été élus. Ils représentent d'une certaine manière la population. Il faut lire les débats qui ont lieu à la Rada et qui sont assez loin des caricatures que l'on dit ici ou que l'on dit en Russie, d'ailleurs, pour des raisons différentes. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, se posent des problèmes réels. Par exemple, on a des chiffres de pertes qui sont donnés par des députés ukrainiens qui commencent à converger sur le même nombre, c'est-à-dire entre 500 000 et 600 000 morts, et à peu près de 600 à 900 000 blessés graves et estropiés. C'est considérable. Compte tenu de ce qui reste de la population en Ukraine. Bon. Donc, il faudrait plutôt envoyer des forces de sécurité intérieure de manière à assurer la stabilité du gouvernement ukrainien qui appliquera l'accord de paix pendant les 2-3 ans qui viendront après cet accord de paix, c'est-à-dire le moment où les risques de corps francs et de groupes terroristes issus de l'extrême droite ukrainienne seront les plus élevés. Bien. Et pour ça, il faudrait que Emmanuel Macron, Starmer et Merz sortent un petit peu du déni de réalité et commencent à regarder la situation comme elle est. Ça leur fait pas plaisir. Oui, d'accord, ça leur fait pas plaisir. Bien. Et je comprends que ça leur fasse pas plaisir par ailleurs. Mais la première chose que l'on attend d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est de dire, bon voilà, c'est la réalité, on va essayer de faire évoluer cette réalité, mais dans quel sens? Il faut qu'elle évolue dans un sens qui soit raisonnable. Et aujourd'hui, je dirais, le seul sens raisonnable dans lequel peut évoluer cette réalité, c'est effectivement la garantie des accords de paix et la stabilité du gouvernement ukrainien qui appliquera ces accords de paix. Oui, mais Jacques,
là, tu parles en quelqu'un de raisonnable qui tu prends tous les paramètres en compte pour trouver une solution raisonnable. Le problème est que dans l'équation, il y a justement les Européens, en particulier ceux que tu as cités, Starmer, Macron, Merz, von der Leyen, Kaja Kallas et quelques autres du même acabit, qui ont retrouvé Zelensky, lui-même accompagné par ceux qui étaient les plus impliqués dans les scandales de corruption en Ukraine. Problème de légitimité, on va dire, au point de vue des Ukrainiens eux-mêmes, pour sortir un plan de paix en 19 points qui, lui, alors, c'est intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une armée au-delà de 800 000 ans, un jour sûrement, de l'ensemble des terres, y compris de la Crimée. Visiblement, ils optent pour la guerre permanente et éternelle, même si j'ai bien compris que du côté américain, Marc Rubio a été assez cassant et il a dit oui, oui, bon, c'est un plan européen, ça ne compte pas. Mais dans l'équation, les Russes ne peuvent pas signer un quelconque plan de paix qui reste à négocier, ça peut être très très long. Si les premiers alliés des États-Unis, les Européens, qui même s'ils sont, comme tu as dit, un peu faibles militairement, ont quand même des capacités et s'ils ne s'alignent pas sur le plan de paix. La question n'est pas les Européens, la question c'est les Ukrainiens. Je suis désolé. Si les Ukrainiens acceptent de signer le plan américain ou une version du plan américain, bon, et que les Russes acceptent aussi, la question est réglée. Tout le monde comprend que les Européens ne vont pas faire la guerre à la place des Ukrainiens. Oui, on veut bien que les Ukrainiens fassent la guerre pour nous, mais on ne veut pas l'inverse. Bien. Donc, si les Ukrainiens disent on accepte, ça ne nous fait pas plaisir, ce plan peut nous humilier, mais on l'accepte parce que mieux vaut ça qu'une destruction totale de la nation ukrainienne, ce qui était le discours d'ailleurs des Finlandais en 45, hein, en 44-45. Bon, alors ils avaient à leur tête un maréchal qui était le président de la République, le maréchal Mannerheim, qui avait une très 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 forte légitimité et qui a dit à la radio mes chers concitoyens, nous devons arrêter la guerre, sinon il n'y aura plus de Finlandais. Oui, nous allons perdre du territoire, mais mieux vaut perdre du territoire et sauver la nation finlandaise que de voir la nation finlandaise disparaître dans une guerre sans fin. Bon, voilà, on en est à ce niveau-là. Et à un moment donné, il faudra bien que, alors que ce soit Zelensky, que ce soit un successeur de Zelensky, parce que il n'est pas dit que Zelensky, dans 1 mois ou dans 2 mois, soit toujours au pouvoir, avec ces histoires de scandales. Il est très clair que une partie de la révélation des scandales, ils existent depuis bien longtemps, mais une partie de la révélation des scandales est évidemment manipulée par les Américains. Bon, pour faire pression sur Zelensky, clairement. Bon, mais il faudra à un moment donné qu'un dirigeant ukrainien, quel qu'il soit, ait ce que j'appellerais ce moment Mannerheim, c'est-à-dire qu'il dise, comme Mannerheim l'avait dit aux Finlandais, chers concitoyens, on ne peut plus continuer la lutte. Ce n'est plus possible. Bon. Ou l'alternative, c'est la disparition de la nation ukrainienne. Donc c'est vers ça qu'on s'oriente. Alors, est-ce qu'on va s'y orienter rapidement? On voit bien que c'est ce que voudrait Trump. Trump voudrait être capable de dire, voilà, j'ai fait la paix avant Noël. Et ça sera un Noël de paix pour tout le monde, etc. Bon, très bien. Bah, si ça pouvait se faire, évidemment que ça serait le mieux, et je signerais dès demain. Bon. Il est à craindre qu'il faudra attendre un peu plus de temps, mais je pense qu'il ne faudra pas attendre tous les gens qui disent « Ah oui, mais cette guerre, elle va continuer en 2027, 2028 », n'ont aucune idée de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et là encore, il faut lire les chaînes Telegram ukrainiennes. Je sais que tu les lis, toi aussi. Et ce que l'on voit là-dedans, c'est y compris des commandants d'unités ukrainiennes qui disent c'est plus possible. C'est plus possible. On n'a pas assez d'hommes. Le front craque de partout. Nos unités jouent les pompiers
pour éteindre les incendies les uns après les autres, mais on peut plus continuer comme ça. Bon, à partir du moment où on prend conscience de cela, on voit très bien que la perspective de paix, elle est peut-être pas à quelques semaines, comme le souhaiterait Trump. C'est dommage, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Mais elle est certainement à quelques mois. Et est-ce qu'il n'y a pas une incitation, Jacques, du côté des Russes ou une partie de l'élite russe de se dire, bon, Bush est sorti des traités MBA, Trump des traités INF, ils n'ont pas respecté Minsk 2, ils veulent pas négocier, ils ont bloqué Istanbul. Et puis Trump, il a l'air de vouloir ceci, mais il a une équipe aussi qui est à moitié composée de néoconservateurs. Et puis qui sera là 3 ans. Et puis Macron, Starmer, Merz ont l'air quand même très, très, très excités. Est-ce que, vu la situation sur le terrain, qui tu peux nous le confirmer, peut-être, semble quand même, enfin tu le confirmes déjà, elles sont très, très, très mauvaises, que ce soit Pokrovsk, Kupiansk, même Krasny-Liman qui semble voilà, menacer Kherson, Zaporizhzhia, ils sont visiblement même rentrés dans la région de Dnipropetrovsk. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une incitation à se dire, bon, en fait, on va continuer au plus loin possible, d'autant plus que l'armée ukrainienne semble en très mauvaise passe, selon les termes même, comme tu dis, de ses commandants et de ses soldats. Bon, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ce soit possible. Alors bien sûr, si l'armée ukrainienne était massivement rééquipée et réarmée, mais avec quelle capacité? Les Européens n'ont pas cette capacité. On ne livre pratiquement plus d'armes actuellement. Bon, les Américains ne veulent pas livrer des armes et ils ne vont pas changer de position dans les semaines qui viennent, ne serait-ce que parce que ils estiment qu'il faut d'abord qu'ils reconstituent leur propre stock avant de pouvoir même se poser la question de livrer de nouvelles armes à l'Ukraine. Donc ça veut dire que l'Ukraine ne recevra pas de nouvelles armes avant 8, 9 mois, peut-être plus. Et quand elle recevra toujours au compte-gouttes. Parce que c'est le problème des capacités industrielles européennes hein, qui se posent de ce point de vue-là. Mais justement, est-ce que c'est pas une incitation pour les Russes de se dire, allez, il y aura jamais, on peut pas leur faire confiance, avançons, puisque comme l'armée ukrainienne tombe, est-ce que les Russes ne se disent pas, en avant, prenons plus de terrain? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui s'opposent à cela. La première, c'est que les Russes veulent aboutir à un accord de paix stable. Ils l'ont toujours dit. Depuis 2022, ils disent on veut un accord qui règle ce problème pour des dizaines d'années. Pas un accord comme Minsk où on s'est fait truander, pas un accord de cessez-le-feu qui pourrait être rompu dans 2 ans, dans 3 ans, etc. On veut quelque chose de stable. Bon, ça c'est le premier point. Et donc, de ce point de vue-là, si on leur offre quelque chose de stable, ils abandonneront toute idée d'aller plus loin. Ça c'est un premier point qu'il faut savoir. Le deuxième point, c'est que les dirigeants russes n'ont pas envie de faire tuer des hommes pour rien. En réalité, et contrairement à ce que l'on dit ici, en France, en Allemagne, bon, etc., tout ce que l'on a comme élément montre que les Russes ont mené une guerre à l'économie de moyens. L'économie de moyens économiques, l'économie de moyens humains. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 hommes qui sont déployés sur les fronts ukrainiens. Et sur ces 900 000 hommes, il y en a probablement simplement 500 000 qui se battent. Et là, ils ne se battent pas tous parce qu'il y a un processus de relève toutes les 3 semaines des unités. Donc ça veut dire qu'en instantané, il doit y avoir 300 000 Russes qui se battent. C'est pas énorme.
pour conquérir l'Ukraine en 1944, fin 43, début 44, les Russes, ils ont déployé plus de 2 millions d'hommes. Faut s'en souvenir. Donc voilà, les Russes mènent une guerre avec des objectifs limités, et ces objectifs sont eux-mêmes, encore plus limités par cette volonté qu'ont les Russes d'aboutir à un accord de paix stable. Et donc, c'est la stabilité qui fera la différence. Si les Ukrainiens finissent par accepter la reconnaissance de juré de la souveraineté russe sur la Crimée et les 4 oblasts de l'Est, que les Russes contrôlent, eh bien, les Russes diront: «OK, on s'arrête». Et on voit très bien pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas être dans une situation d'avoir, à un moment donné, un accord non pas de paix, mais un accord de cessez-le-feu, qui puisse être rompu à tout moment. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement important à comprendre. Alors, tant que la guerre va durer, les Russes vont continuer à taper, ils vont continuer à démolir les infrastructures ukrainiennes. Ça, depuis quelques semaines, ils ont quand même énormément détruit des infrastructures énergétiques. J'ai 2 correspondants en Ukraine, l'un vit à Kiev et l'autre vit à Lviv. Et ils me disent que l'un a de l'électricité 4 heures par jour, l'autre 6. Or, quand on n'a pas d'électricité, d'abord, il n'y a pas d'eau, premier problème. Deuxièmement, il n'y a pas de chauffage. Et donc, la personne qui vit à Kiev, qui est un universitaire, hein, qui est quelqu'un que j'ai connu comme universitaire, me dit qu'il travaille chez lui dans son bureau avec 2 paletots, 3 pulls, etc. C'est les images que l'on a de l'occupation en France en 42-43, etc. Et j'ai dit, mais Et puis, à moins d'avoir un balcon, c'est la difficulté de conservation des aliments. C'est ça oui, tout à fait, qui est bon. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, certains, tu sais, il y a des petits balcons, des appuis-fenêtres. Bon, ça encore, ça va. Mais c'est le problème de l'eau. C'est le problème de l'eau parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils auront de l'eau. Et pour qu'il y ait de l'eau dans un immeuble, il faut que les pompes électriques fonctionnent. Or, le problème, c'est l'électricité. C'est vrai que l'OTAN avait abattu la Serbie de Milosevic lors de la guerre du Kosovo par ce biais-là, en cassant les infrastructures civiles, puisque l'armée finalement a été relativement peu touchée et ça pouvait continuer longtemps avant qu'il y ait un effet d'attrition. C'était vraiment pas le cas. Et donc là, oui. Quand l'eau n'arrive plus dans les robinets, qu'il n'y a pas de chauffage, que les usines sont cassées, tout à coup. De toute façon, visiblement, la population, on en parle très peu ici dans les médias, mais la population ukrainienne, selon les sondages ukrainiens eux-mêmes, et puis quand on suit les canaux ukrainiens, alors j'ai des gens en ukrainien, euh, bah, les gens sont fatigués. La plupart demandent une solution, pas nécessairement de gaieté de cœur, hein, évidemment, mais d'une solution que ça s'arrête, parce que c'est difficilement, ça va être difficilement tenable une année de plus pour la population. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de désertion, beaucoup de gens quittent encore l'Ukraine dès qu'il y a la possibilité, parce que voilà, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Tout à fait. Pour revenir sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des articles que nous avons publiés sur Fréquence Populaire, entre autres sur le budget de la fédérale de la Russie, qui est très clairement... Alors, c'est un article relativement court comparé à ce que tu nous offres d'habitude, des articles détaillés, mais là, c'est de manière très courte, simple, avec 4 tableaux. On a une très bonne idée du budget de la Russie. Donc, j'ai fait une petite blague en disant que en plus, eux, ils ont l'avantage d'avoir un budget, que contrairement à nous, il semble plus compliqué d'avoir un budget qui corresponde à nos besoins actuels. Tu montres dans ces documents et dans ton voyage en Russie
que l'économie russe est loin d'être à genoux, que l'effort de guerre, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Mandon, d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis sur ce qu'a dit Mmh. le, Mmh. le général Fabien Mandon devant les maires de France. La Russie, en réalité, je résume, dépense 6,6% à 6,8% de son PIB, ce qui correspond aux dépenses des Américains du Vietnam, c'est ce que tu nous dis, lors de la guerre du Vietnam, Tout à fait. et qu'en fait, elle pourrait même monter jusqu'à au-delà de 9 sans entamer trop l'économie. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec total des sanctions. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de faire connaître, comme on dit, du côté de nos dirigeants. Ou alors, ils le savent, mais ils continuent à dire le contraire. Dans ce cas-là, pourquoi? Alors, on peut d'abord penser qu'ils ne comprennent pas les données budgétaires russes. Et donc, ils rapportent toujours les dépenses militaires au budget fédéral et pas au budget consolidé. Or, la Russie est un État fédéral, et dans un État fédéral, il y a le budget fédéral et le budget des États fédérés, hein, aux États-Unis, en Allemagne. Par exemple, c'est comme si en Allemagne, on ne présentait que les dépenses fédérales et on ne présentait pas les dépenses et les recettes des Länder. Hein. Bon, tout simplement. Bon. Alors, rapporté au budget consolidé, les dépenses de défense, c'est à peu près 15%. C'est donc 5,4% du PIB. Après, j'ai fait quelques petits calculs pour dire est-ce qu'il ne peut pas y avoir des éléments de dépenses militaires qui sont cachés dans d'autres budgets? Oui, c'est possible. Et grosso modo, ça rajouterait à peu près 1% du PIB au niveau des dépenses officielles. Donc, on passerait de 5,4 à 6,4%. Alors, c'est beaucoup. Je rappelle qu'en France, l'année dernière, on était à 2,2%. Hein, donc, c'est grosso modo le triple de ce que nous dépensons. Mais tu as raison de le signaler, c'est pas non plus extravagant. C'est le niveau des dépenses militaires qu'il y avait aux États-Unis dans les années 60 et le début des années 70. C'est le niveau des dépenses militaires qu'il y avait en France même au début des années 60, où il y avait la combinaison de la fin de la guerre d'Algérie et de la montée de la constitution de la force de dissuasion, qui imposait des dépenses importantes, bon, etc. Bon, donc voilà, c'est ça. Et on voit bien que les Russes ont encore de la matière, hein, parce qu'ils pourraient augmenter les impôts. Bon, ils veulent pas trop augmenter les impôts pour différentes raisons, mais ils pourraient augmenter les impôts et ils pourraient réduire certains budgets sociaux. Les budgets sociaux sont très importants. Et ces budgets sociaux n'incluent pas le budget d'Ingostra, c'est donc du système d'assurance, et qui est un système privé. Hein, Ingostra, même si c'est une assurance d'État, a un statut privé. Il y a donc des cotisations privées dedans, c'est pas considéré comme des impôts, qui vient s'ajouter évidemment à ça. Donc, il pourrait encore réduire là-dessus. Et effectivement, la Russie peut tenir dans cette situation 5, 6, 7 ans, je ne sais pas combien, mais il n'y a pas de problème à court terme. Et il pourrait même, si on les y contraignait, monter en puissance. Bon, ils ne veulent pas le faire pour des raisons tout à fait évidentes, mais ils pourraient, le cas échéant, le faire. Donc, je crois qu'il y a 2 hypothèses et que ces 2 hypothèses ne s'excluent pas. Il y a l'hypothèse, tout simplement du fait de ne pas savoir. Alors, je ne suis pas sûr que le général Mandon, le chef d'état-major, comprenne qu'est-ce que c'est que le budget d'un État fédéral. Et il est possible qu'ils prennent comme budget le seul budget fédéral, ce qui est faux, c'est le budget consolidé qu'il faut prendre. Bon, ok, possible. Après, je pense qu'il y a quand même des gens au gouvernement qui savent ce qu'il en est et qui donc là mentent tout simplement. Par exemple, ce qu'a dit Macron il y a ça, je crois, 2 jours ou 3 jours, en disant oui, la Russie a complètement suspendu ses dépenses sociales. Ben non, non. Alors on peut trouver que ils dépensent pas assez dans un certain nombre de points. Ok. On peut penser qu'une partie des dépenses sociales, comme elles sont faites par les régions,
eh bien, ça avantage la population des régions les plus riches et ça désavantage la population des régions les plus pauvres. Oui, oui, la situation en Russie n'est pas parfaite, hein. Je n'ai jamais dit ça, mais bah, oui, la Russie, maintient des dépenses sociales importantes. Hem, Ces dépenses sociales sont faites et par le budget fédéral et par le budget des régions, donc le total dans le budget consolidé apparaît comme, tout à fait important. Et donc, ils peuvent très bien rester assez longtemps dans cette situation. Donc voilà, si tu veux, la fameuse phrase de Clémenceau, on ne ment jamais autant qu'en période d'élection, au retour de la chasse ou en temps de guerre, hein. Eh bien, je trouve que cette citation, elle est parfaitement adéquate à la situation actuelle, où effectivement, on ment beaucoup et on ment parfois par méconnaissance. Oui, je suis persuadé que, par exemple, je suis persuadé qu'il y ait des journalistes qui, ah oui, le budget fédéral, c'est l'équivalent du budget de la France. Non, voilà, parce que justement, la France n'est pas un État fédéral et la Russie est un État fédéral. Bien. OK. Et puis il y a des autres journalistes qui savent parfaitement, ce qu'il en est. Je pense par exemple aux journalistes, des grandes chaînes de télé, hein. Heu, Par exemple les gens de LCI. Ils savent parfaitement ce qu'il en est, et eux, ils mentent, je dirais, de manière volontaire, délibérée, sur cette question. Alors, on a un certain nombre de personnes, bon, quand les articles ont été publiés, qui ont critiqué que c'est de la propagande russe, que tout ça est faux, que c'est 20% de l'économie russe qui est consacrée à la guerre, que bon, toute une série de... Bah, On le attend avec leurs chiffres, hein, il n'y a pas de problème pour être bah oui, moi je dis les chiffres que j'ai, utilisés, c'est des chiffres qui sont utilisés, par la Douma, parce qu'un budget, ça doit être voté. Bon, c'est pas le gouvernement qui décide, il y a un vote. Alors bien sûr, le gouvernement a beaucoup plus de force, il a une majorité au parlement, bon, mais présente des choses. Les chiffres ont été vérifiés par mes collègues russes, donc je pense que ces chiffres, disons, donnent une bonne idée de ce qui se passe. Après, bah, bien sûr, c'est un projet de budget, hein, pour 2026. Évidemment qu'il y aura des lois de finances rectificatives. Par exemple, il suffit que les prix du pétrole baissent et il faudra faire une loi rectificative pour tenir compte pour le déficit budgétaire. Inversement, si les prix du pétrole augmentent, il faudra faire une nouvelle loi rectificative. Bon, et c'est vrai dans tous les pays. Il y a un projet de budget, et puis entre le projet et l'exécution, il peut y avoir des différences qui parfois sont pas complètement négligeables. Bien, mais on est là face à un document qui est officiel, qui est un document qui engage un vote à responsabilité politique. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à le considérer comme valant les déclarations budgétaires que l'on fait en France. Bon, même si ces déclarations budgétaires, il y avait un certain degré d'insincérité dedans, en particulier sur le déficit budgétaire. Nous le savons tous. Et puis, si je ne m'abuse, le FMI utilise les mêmes données pour... Oui, le constat du FMI est aussi... oui, Mais oui, tout, tout à fait. Tout à fait. et à ce moment-là, ils ont conquis tous les esprits sur toute la planète. Oui, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, bon, c'est ça. Donc il y a un moment donné où il faut se dire, voilà, quand on a des grandes organisations internationales qui valident les chiffres russes, alors ces chiffres russes sont peut-être pas parfaits, mais aucun chiffre n'est parfait, hein. Il y a qu'à regarder ce que fait l'INSEE et l'INSEE constamment, ils corrigent leurs chiffres, bon, etc. Bon, mais globalement, ces chiffres représentent la réalité. Hem et si on veut commencer à nier cela, ben, on part dans le complotisme le plus débridé.
Et d'une certaine manière, je dis une chose. Si le PIB russe, comme certains l'affirment, était égal au PIB de l'Espagne, bah, ça voudrait dire que les Russes sont des surhommes qui font 3 mètres de haut pour obtenir les résultats qu'ils obtiennent. Tu vois, c'est ça. À un moment donné, il faut dire voilà, où on admet que le PIB de la Russie, c'est plus que le PIB de l'Allemagne, oui, en parité de pouvoir d'achat, et comme effectivement, la part des dépenses militaires est nettement supérieure, par exemple, à celle du budget militaire allemand, bah, ça explique qu'ils puissent développer. Bien. Ou alors on dit ah non 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 non, la Russie ça a le même PIB que l'Espagne, et à ce moment-là il n'y a qu'une seule solution, ben voilà, les Russes ont 3 mètres de haut. Bon, j'ai jamais rencontré un Russe qui fasse 3 mètres de haut. J'ai rencontré un Alors, il y a un responsable. ou deux défenseurs au basket qui sont pas loin. Ouais, bon, ils sont à 2,10 m. D'accord, c'est pas 3 Mais mètres. on est à 2,20, 2,20. À une époque, hein, Santa Volkov. Mais bon, on est là, on est quand même loin du 3 mètres. Voilà. Bon, voilà, c'est simplement ça la logique. Par contre, il y a une vraie question, Jacques. Et là, c'est une incompréhension que j'ai moi et qu'ont soulevé plusieurs lecteurs de divers articles, mais en particulier celui-ci. À la louche, Mmh. les dépenses totales militaires des États-Unis, on le sait, c'est 1 000 milliards de dollars par an. L'Union européenne, c'est autour de 340 milliards. Et la Russie, ça tourne autour de 150 milliards. Comment diable se fait-il que 1340 milliards, après 3 ans et demi de guerre, plus toutes les années qu'il y avait avant, se fait damer le pion sur la production de munitions, de missiles, de bombes, de drones, sans que toute l'économie russe soit engagée dedans, par une économie qui dépense 150 milliards de dollars. La question donc n'est pas du côté de la Russie, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent en fait, nous? Comment ça se fait que je veux bien, les Américains ont beaucoup de bases, plein de flottes, bon, évidemment c'est très cher, mais c'est pas le cas des Européens. Et leur budget est 2 fois supérieur à celui de la Russie depuis toutes les années de guerre. Comme on n'a pas des armées pléthoriques, où est l'argent? Alors, il y a 2 réponses. Première réponse, tu as fait là une comparaison au taux de change. Et justement, c'est ce qui va pas. C'est la question du taux de change. En fait, le rouble devrait être très largement supérieur à ce qu'il est actuellement. Et si il est maintenu relativement bas, encore qu'il monte depuis plusieurs mois, le rouble se réévalue de manière assez régulière, mais globalement, il est sous-évalué par un facteur probablement d'une fois et demie, voire plus. Voire plus. Donc ça, c'est un premier problème. Et d'ailleurs, c'est pour tenir compte de ce problème qu'on a inventé au début des années 60, hein, parce que ça date pas d'hier, la parité de pouvoir d'achat. Et la parité de pouvoir d'achat va comparer des couples de prix relatifs entre eux, et on va donc établir un dollar fictif qui va servir d'étalon, et c'est à partir de ce dollar fictif qu'on fait les comparaisons. Bon, ça c'est un premier point. Mais il y a une deuxième raison, et tu as tout à fait raison de la poser, c'est le phénomène, je dirais, Même avec le dollar fictif, à la louche, ça ferait un budget russe qui arrive à 250 milliards, 280 milliards, et toujours en dessous. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer l'autre part du problème. Eh bien, c'est que aux États-Unis et en Europe, on fait. C'était une collègue anglaise qui disait ça dans les années 80 et les années 90, Madame Marie Kaldor, la fille du grand économiste Kaldor par ailleurs. Elle parlait d'armement plaqué or. The Gold Plating Arsenal. Et on voit très bien ce que ça veut dire. Par exemple, quand l'industrie américaine veut produire
un drone tueur de la taille du Geran, enfin du drone iranien que les soviétiques, que les Russes, pardon, construisent de manière massive. Bon, on s'est rendu compte que ce drone valait aux États-Unis entre 180 000 et 200 000 dollars. En Russie, il vaut 20 000 dollars. Voilà. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, les matériels blindés. Prenons le char Leclerc. Alors, excellent char, probablement le meilleur char en Europe. En tous les cas, pour ce qui est de toute la partie optique de tir, électronique, etc. Bon, et c'est ce qui coûte le plus cher hein, dans un char, il faut le dire aussi. Hein. Bon, probablement le meilleur char d'Europe et peut-être du monde, mais qui coûtait, puisqu'on ne le produit plus, mais qui coûtait à l'époque un prix exorbitant. Bon, les Russes acceptaient d'avoir un char moins efficace, mais qui coûte 4 à 5 fois moins cher. Et donc, ils peuvent construire 4 à 5 fois plus de chars que nous n'en construisions, nous. Et on voit bien ce à quoi pensent les Russes. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine de la recherche stratégique, le phénomène Lanchester, ou l'équation du carré de Lanchester, the Lanchester Square Law. C'est de dire, voilà, vous avez des équipements qui sont 20 à 30% en qualité supérieure aux nôtres. Bon. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir nous détruire 30% de chars en plus. Bon. Mais si nous, on produit 3 fois plus de chars, qu'est-ce qui va se passer? Et évidemment, à un moment donné, la masse l'emporte sur la qualité. Et qui dit cette espèce de course à la qualité, dit le phénomène de plaqué or, gold plating, pour les matériels militaires. Donc si on combine ça au phénomène de taux de change que j'ai signalé, tu as l'explication toute simple. On a par exemple le même problème avec la Chine. La Chine dépense à peu près la moitié, voire les 2/3 de ce que dépensent les États-Unis pour leur défense, alors que la Chine a un PIB supérieur au PIB des États-Unis. Bien. Mais comme ils ne sont pas rentrés dans cette logique de gold plating, ils peuvent produire beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui inquiète beaucoup les militaires américains, parce que les militaires américains, et les militaires du monde entier d'ailleurs, connaissent très bien la Lanchester Square Law. C'est, je dirais, l'une des données classiques de l'analyse opérationnelle que l'on fait. Et ils savent très bien qu'à un moment donné, eh ben, un avantage qualitatif est plus que compensé par un désavantage quantitatif. Et pourtant, ce problème que tu évoques est très bien connu de ceux qui suivent les questions militaires. Il me semble que durant la Deuxième Guerre mondiale, le Sherman était bien inférieur au Panzer Tiger III. Oui. Mais le coût de production, Non, c'est au Panthers. C'était au Panther. Et on calcule qu'à l'époque, enfin en 44 et en 45, les Américains perdent à peu près 4 à 5 chars pour la destruction d'un Tigre ou d'un Panther allemand. Oui. Mais les Allemands n'ont produit que 1200 Tigre 2 et à peu près 4000 Panthers, alors que les Américains produisaient par an, je dis bien par an, environ 30 000 ou 35 000 Sherman. Bon, ben, ça s'est réglé comme ça. Alors, évidemment, les équipages des chars américains étaient très désavantagés en cas de combat char contre char. Et le film Fury le montre parfaitement. Les chars américains n'ont de chance de détruire le Tigre allemand que s'ils arrivent à tirer sur ses flancs ou sur son arrière. Donc effectivement, ils perdent un certain nombre de chars dans la bataille, mais à la fin des fins, ils finissent par le détruire.
C'est tout. Et c'était la même question pour le T-34. Le T-34 avait le même type d'infériorité vis-à-vis des chars allemands, sauf que cette infériorité était un peu moindre sur la question du canon. Les T-34 ont été équipés à partir de fin 43, début 44, d'un canon de 85 mm qui était capable de percer le blindage des Tigres et des Panthers. Mais pour le reste, pour l'optique de tir, pour l'ergonomie à l'intérieur, ils étaient effectivement moins bons. Bon, ils perdaient 2 à 3 chars contre un Tigre ou un Panther détruit. Et ça ne les a pas empêchés de gagner la guerre. Donc voilà. Mais oui, puis c'est sûrement tout à fait. Enfin, c'est dû au fait que en Occident, on a mené ces dernières décennies plutôt des guerres néocoloniales et que l'augmentation de la qualité de l'armement, du confort, avait pour but de limiter les pertes au combat, Humaine, oui. autre chose. Et ça va demander de réinventer complètement toutes les doctrines militaires et les équipements militaires qu'on met en place. Là, on est en train de traduire, je suis en train de traduire toute une série d'articles et de textes et de commentaires sur les réseaux ukrainiens, sur les retours des militaires ukrainiens, des formations OTAN, qui sont une grande déception pour les militaires ukrainiens. Et une des choses, par exemple, qui les choque considérablement, c'est que quand ils vont en France, en Pologne, en Grande-Bretagne, enfin peu importe, ils ont des formations sur le Golden Hour, l'heure d'or d'extraction du combattant terrain quand il est blessé, et qui vient, c'est la doctrine OTAN. Ça vient d'Irak, d'Afghanistan. C'est ce qu'on nous avait appris quand j'étais en Afghanistan, mais évidemment face à des talibans, donc des gens qui n'ont pas du tout la supériorité aérienne des hélicoptères, les avions, la logistique qui fait que dans la plupart des cas, dans l'heure, le blessé était évacué. Les Ukrainiens, eux, ils disent, mais nous, ça ne nous concerne pas, ça, il y a des drones partout. Les soldats, ils ont besoin d'une autre formation chirurgie de terrain parce que nous, ils peuvent rester 4 heures, 5 heures, 3 jours avant de pouvoir être réellement récupérés pour être emmenés sur un hôpital derrière. Et donc, il y a une vraie déconnexion entre la réalité des guerres et ce à quoi on est. Et j'ai pas l'impression, peut-être que toi aussi, qu'il y a un vrai retour d'expérience et qu'on soit réellement dans le changement. On a l'air de rester sur le. Les Ukrainiens se plaignent des formations qu'ils reçoivent aujourd'hui, pas il y a 3 ans. Ça a l'air de patiner sur un modèle en tout cas, qui correspond pas à la guerre avec la Russie. Mais parce que la réponse est simple. Il y a une doctrine générale, et cette doctrine présuppose que l'adversaire est largement inférieur qualitativement à l'état de nos forces. Bon, alors oui, tu as raison, ça correspond effectivement à la situation dans des guerres de type néocolonial en Afrique ou en Afghanistan ou en Irak, bon, etc. Dans une grande guerre européenne, ça ne serait pas du tout le cas. Le problème, c'est que une doctrine, c'est très long à changer. Ou alors, il faut tout casser, hein, ou alors il faut qu'il y ait un chef d'état-major avec, je dirais, un gros cœur et une envie effectivement de tout changer, et qui disent aux autres généraux, écoutez, tout ça c'est des conneries, on va reprendre ça du haut en bas, bon, etc. Bon. Et fondamentalement, une armée ne commence à évoluer que quand elle est confrontée à de nouvelles conditions de combat. C'est ce qui s'est passé en Russie. L'armée russe était très mal adaptée au combat moderne au printemps 2022. Ce qui explique d'ailleurs les pertes très élevées qu'ils ont eues à l'époque. Bon. Sauf que l'armée russe, elle apprend très vite. Contrairement à ce que l'on pense, le retour d'expérience du combat est très bien diffusé
dans l'armée russe. Et l'armée russe d'aujourd'hui, de 2025, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 2022. Et donc ça aussi, c'est un problème. Et d'ailleurs, il y a toute une série d'officiers supérieurs qui le disent. Le problème n'est pas tant le manque de matériel, le manque de munitions, le fait que l'armée française, comme l'armée allemande, comme l'armée britannique, sont à l'os de leur capacité à cause de 15 ans ou de 20 ans de budget extrêmement maigre. Bon, c'est un fait, bien. Mais c'est surtout le fait que ce sont des armées qui ne se sont pas battues face à un adversaire aux capacités égales à l'armée russe. L'armée russe, elle l'a fait, elle a évolué, et donc ce qui inquiète le plus les officiers français, je ne parle pas du chef d'état-major, bon, qui a dit beaucoup de conneries, etc., mais ce qui aujourd'hui inquiète le plus les officiers avec lesquels j'ai des discussions, c'est cet écart entre une armée qui a l'expérience de plus de 3 ans de guerre derrière elle, et une armée comme la France qui n'a pas d'expérience de guerre moderne en réalité. Et ils disent, mais ça, on a beau repenser constamment nos conditions d'entraînement, rien ne remplace en réalité l'expérience de la guerre. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et donc, ça voudrait dire que, au moins dans les 6 premiers mois de combat, si jamais, bon, allez, admettons que ce que dit la propagande actuellement soit vrai, qu'on soit confronté d'ici 2 ans, 3 ans, à une guerre majeure avec la Russie. Bon, moi j'y crois pas du tout. Mais il y aurait déjà un problème, c'est que pendant les 6 premiers mois, on prendrait des coups d'une violence extraordinaire. Tout simplement parce que on n'est pas au niveau de l'armée. Mais ça a été la même chose en 1914. Et en fait, l'armée française, pourquoi a-t-elle gagné? Mais tout simplement parce qu'elle a été la plus rapide à s'adapter. Déjà, entre l'armée qui mène la bataille des frontières au début de la guerre et l'armée qui se bat sur la Marne, il y a déjà une évolution tout à fait importante, et encore plus par la suite. En fait, l'armée française, parce qu'elle était une armée de contingent, parce que beaucoup de ses officiers étaient en fait des réservistes ou des gens qui avaient des positions d'ingénieurs dans le civil et qui ont été mobilisés comme officiers, ça a fait rentrer dans l'armée, je dirais, une certaine ouverture d'esprit aux nouvelles conditions de combat. Et c'est pour ça que l'armée française, elle est la première à mettre sur pied des unités d'automitrailleuses ou d'autocanons, comme on dit à l'époque. Elle développe une doctrine du char d'assaut qui est nouvelle. Elle développe une doctrine de la coopération entre l'aviation et les forces terrestres. 1917-1918, la fameuse division aérienne du général Duval. Bon, et tout ça, c'est parce que c'est une armée qui apprend et qui apprend très vite. Des armées qui sont plus liées à des phénomènes professionnels, ce qui était un petit peu le cas de l'armée allemande, et ce qui est surtout le cas de l'armée britannique. D'ailleurs, elles apprennent beaucoup plus lentement. Et en un sens, c'est ce qui a permis la victoire de 1914-1918. Est-ce que tu as encore le temps pour une petite question ou Oui, 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 oui. Oui, non, 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 j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. bon, eh ben, ça fait déjà un bout de temps qu'on discute, c'est très intéressant comme toujours. Une petite question, j'en ai rédigé un papier sur Fréquence Populaire ce matin à ce sujet. Est-ce que ces propos un peu étranges de guerre avec la Russie majeure, hein, dans 3 ou 4 ans, entre la France et la Russie, est-ce que le sujet était peu abordé, donc le côté constitutionnel qui est étrange qu'un Sénat s'exprime devant des élus, bon, c'est abordé. Ouais. Et ce qui a été moins abordé, c'est est-ce que ça fragilise pas notre dissuasion nucléaire, puisque pour qu'un chef d'état-major des armées françaises
Donc le pays qui a l'arme nucléaire et l'arme la frappe en second rideau, c'est-à-dire même si on est détruit, on peut détruire l'adversaire. En tout cas, même un grand pays comme la Russie faire tellement de dégâts que ça n'a aucun sens de partir en guerre contre la France. Est-ce que de parler de conflits de type ukrainien, avec des jeunes qui vont mourir, préparer les enfants au sacrifice, est-ce que ça ne fragilise pas notre dissuasion nucléaire aux yeux des Russes? Puisque, vu qu'on a la dissuasion nucléaire, un choc frontal est impossible. Alors, il faut faire attention. Je crois qu'il y a intégré dans la pensée des militaires français et donc du chef d'état-major le fait que la dissuasion nucléaire ne protège, que de l'usage par l'autre de l'arme nucléaire, que tu appelles la frappe en second, et deuxièmement, ne pourrait être utilisée légitimement que si le territoire français était envahi. Or, ce n'est pas ce à quoi ils pensent. Ce à quoi ils pensent, c'est une guerre menée où, si tu veux, l'armée française, l'armée allemande, etc., se battrait en Ukraine ou se battrait dans les pays baltes. Donc, assez loin du sanctuaire national. Et c'est pas pour rien qu'on parle de sanctuaire national. Parce que, et les soviétiques l'avaient compris d'ailleurs, dès la fin des années 70, ils avaient compris que autant ils pouvaient casser l'armée française qui s'aventurerait en Allemagne, etc., il n'était pas question pour eux de passer le Rhin. Parce que passer le Rhin, ça voulait dire s'exposer à une frappe nucléaire. Et on est en fait revenu à ce type de raisonnement. Donc, on dit, il faut une armée conventionnelle pour se battre hors du sanctuaire national, mais le sanctuaire national, lui, est justement sanctuarisé par l'arme nucléaire. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors effectivement, on ne voit pas un président français déclencher le feu nucléaire parce que Lviv est tombé aux mains des forces russes, parce que peut-être même Munich ou Stuttgart sont entre les mains des forces russes. Par contre, si les forces russes continuent d'avancer et menacent directement Strasbourg et la frontière, là, ça devient beaucoup plus crédible. Et donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est comment joue-t-on l'articulation entre la défense nucléaire du sanctuaire national, qui est garantie, et le fait que, dès qu'on s'avance hors du sanctuaire national, et plus on s'avance, plus cette dissuasion s'affaiblit, et donc plus on revient dans une logique de guerre conventionnelle. Donc ça, c'est effectivement un problème tout à fait central à la logique de la dissuasion. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé les dirigeants français, Guy Mollet le premier, parce que c'est Guy Mollet qui a lancé l'étude de l'arme nucléaire. De Gaulle, évidemment, a poursuivi ça et l'a développé, mais c'est pas lui qui l'a lancé. Ça a été lancé par le gouvernement de Guy Mollet, parce que justement, à la suite de la crise de Suez, il avait compris que le gouvernement américain regarderait à 2 fois avant d'utiliser l'arme nucléaire sur le théâtre européen. Que grosso modo, que les armées des pays européens de l'OTAN se prennent des baffes par les soviétiques, bien. Par contre, s'il y avait une attaque contre les bases américaines situées en Europe, ça changeait. Si tu veux. Si une base américaine était détruite par une arme nucléaire soviétique, à ce moment-là, ça déclenchait évidemment la dissuasion américaine. Bien. Mais tant qu'on restait à des batailles entre des armées et qu'on évitait soigneusement de toucher aux bases américaines, il y avait très peu de possibilités que les États-Unis engagent leur dissuasion nucléaire. Et c'est donc en réaction à ça que les dirigeants français, Guy Mollet le premier, et puis après
le général de Gaulle, on dit non, il nous faut l'arme nucléaire pour nous garantir justement la sécurité du territoire français. Donc voilà, c'est cette dialectique entre le sanctuaire national et les forces déployées en avant du sanctuaire national, qui est effectivement une dialectique compliquée et qui fait appel à la notion des intérêts vitaux. Alors clairement, le vif ne fait pas partie de nos intérêts vitaux. Des régions plus à l'est de l'Allemagne, sans doute pas. Stuttgart, donc ça commence à devenir assez proche de la frontière française. Et c'est là où on peut effectivement penser à une extension de la dissuasion française. Mais là encore, il est très clair que la France ne prendra pas le risque d'être détruite nucléairement pour protéger un autre pays. Pour se protéger elle, oui. Pour protéger un autre pays, ça devient très compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'on peut s'étonner tous de l'attitude de certains Estoniens et Lettons qui ont l'air d'y jouer avec le feu en pensant que des armées gigantesques qui n'existent pas viendraient les aider ou qu'ils seront protégés par le feu nucléaire. Rien n'est moins sûr. En tout cas, Tout à fait. on en reparlera une autre fois. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu. Vous demandez toujours, d'ailleurs, on fait maintenant régulièrement des conseils de lecture. Parce que vous voyez depuis tout à l'heure derrière moi cet excellent livre de Jacques Sapir, Souveraineté, démocratie, laïcité. Il est absolument d'actualité sur à peu près toutes les pages. C'est assez... c'est un livre systémique, hein, donc vraiment... Voilà, sur ces thématiques qui sont centrales pour notre pays. Il est non seulement d'actualité, mais sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Merci Jacques. Merci à vous tous. Et, voilà. N'oubliez pas de liker si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ça a dû vous plaire, de commenter. On a besoin pour savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons et poser aussi les questions. Partagez cette vidéo. Bien sûr, vous abonner sur les différents réseaux sociaux. On a besoin de votre aide sur TikTok, sur Telegram, sur Instagram, même si vous regardez spécialement sur YouTube, même si vous n'êtes pas toujours sur les autres, eh bien, à chaque fois, ces abonnements nous aident, ne vous coûtent rien. Et puis, vous pouvez aller sur le site de fréquencepopulaire.media, fpop.media, lire les articles, c'est gratuit, renseigner un email. Et puis, si vous voulez nous aider, eh bien, on vous en remercie. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir Jacques. Merci beaucoup. Merci.